Bonjour à tous. L'année dernière, j'avais eu la chance, avec certains de mes collègues ici présents, de présenter la migration de notre data lake vers GCP. C'était seulement la première étape. Cette année, nous allons aller un cran plus loin et nous allons voir comment est-ce qu'on passe justement d'un data lake statique avec beaucoup de bases de données, plusieurs endroits différents, à une interface unifiée qui permette à tous les métiers de se retrouver et de pouvoir collaborer. Je suis Enguerrand Aquaron, je suis au Galeries Lafayette depuis 3 ans et je suis actuellement responsable Data Science et Innovation au sein de la direction Connaissance Client. Bonjour, du coup, moi c'est Dina Badage, je suis data scientist depuis 8 mois et je travaille dans l'équipe d'Enguerrand, Galeries Lafayette. Nicolas Dechandon, anciennement ingénieur réseau et système. Je suis Xebian depuis 2 ans et depuis 3 ans et maintenant sur le projet Galeries Lafayette depuis 2 ans. Donc le résumé de cette présentation, c'est on va vous parler rapidement de notre data lake, ensuite pourquoi on a mis un portail en place, les profils et les outils qu'on a mis dans ce portail, et on finira par un point de vue technique et une rapide conclusion. Voilà, alors notre data lake, comme on le répète et répète, on était passé sur une base d'études, on va dire, qui était de l'Oracle et aussi un data lake Cloudera on-premise, à un data lake complètement managé sur GCP avec des services managés comme BigQuery, ce genre d'outils. On est aussi passé sur une architecture event-driven, donc on réagit sur événements, on intègre les données et on met à jour les tables en fonction de ça. Pour vous donner une idée, une rapide big picture de ce qui se passe, on a 2 briques. Donc on a des flux de données qui arrivent en streaming par le haut, qui sont crunchés par une brique qu'on appelle Event Cruncher et qui les met dans BigQuery. En parallèle, on a des fichiers qui arrivent, des fichiers plats qui arrivent dans des buckets, c'est du stockage objet comme S3, qui sont cette fois-ci traités par Data Cruncher et qui va les mettre dans BigQuery. Une fois qu'on a nos sources de données, on a 2 autres briques, donc une qu'on a appelée Aggregator et une autre qui s'appelle Job Composer, qui va créer de l'agrégation ou des vues par-dessus pour les fournir à des utilisateurs plus métiers. Et enfin, on pourra à la suite envoyer grâce à la brique Data Sender à des partenaires ces données, ces agrégations, ces vues. Bon. Voilà pour la rapide vision de notre data lake, mais pourquoi un portail ? Alors, il y a plusieurs constats qu'on a fait, à la fois au niveau des projets data et des projets informatiques de manière générale. Déjà, par rapport à un projet data, ce que vous avez peut-être remarqué si vous avez travaillé sur des projets data, c'est que souvent, et en particulier sur le cloud, il y a une multitude d'outils qui sont à disposition et qui souvent sont éparpillés. Ce qui fait qu'on peut avoir un manque de vision globale sur le produit qu'on veut construire et que ça peut rendre derrière l'adoption vraiment opérationnelle plus difficile. Et comme on le disait en préambule, le fait qu'il n'y a pas d'interface peut être très bloquant pour des profils qui, au contraire, ne sont pas du tout data, mais ont besoin d'exploiter la donnée au quotidien. Et de manière générale, dans un projet informatique, ça, c'est des difficultés qu'on connaît plus, mais on oublie souvent la partie exploitation, on est trop concentré sur la partie développement, mise en production, et on oublie vraiment cet aspect-là. Et encore une fois, on donne le bébé aux équipes métiers qui vont ou pas l'utiliser, mais pas forcément avec beaucoup de facilité. Quand on a des fichiers Excel ou même des requêtes SQL, ça peut être très compliqué pour des profils purement opérationnels. Donc pour illustrer ça, nous allons prendre 4 profils que nous allons vous jouer. Le premier profil, c'est un profil data analyst. Donc il faut penser business analyst qui peut par exemple analyser du CRM ou de la donnée de campagne web. Ensuite, nous aurons un profil plus data scientist et exploitant, qui pour le coup est plus notre quotidien et qui est autour justement de comment est-ce que je mets en production du code de machine learning ou des segmentations clients. Ensuite, on aura un profil plus administrateur. Je gère une équipe ou je gère un ensemble de projets et j'ai besoin de connaître mes coûts rapidement. Et enfin, un profil plus métier. On va prendre un cas qui nous est cher au Galeries Lafayette, qui est le directeur de magasin, puisque finalement, c'est lui qui est le commerçant qui va chercher le client. Donc, dans un premier temps, le profil data analyst. Donc, je suis analyste CRM. J'ai pas mal de besoins et en particulier, je fais très souvent des analyses. Et historiquement, comme on le disait, je le fais sur une base Oracle.
Donc, ma première question, c'est que j'ai envie de savoir, c'est quoi BigQuery? En quoi ça change? Oui, tout à fait, je comprends exactement ton besoin. Du coup, ce qu'on te propose, c'est que dans le portail, on a créé une documentation collaborative basée un peu sur les retours d'expérience, où tu pourras dérouler de la documentation et prendre en main ton nouvel environnement, donc passer de les bases de données classiques à comprendre l'environnement Google, comprendre notre base de données qu'on appelle The Base, et naviguer et comprendre les outils, retrouver tous les liens qui sont importants au niveau de la documentation, des conseils, des avertissements, tout ce dont tu as besoin. Ok, c'est super. Du coup, il y a un data lake, ça j'ai bien compris, sur GCP qui est vraiment super et j'ai toute la documentation à disposition. Mais il y a quoi dedans? Eh ben, on parle beaucoup de data catalog et on pense que la meilleure place pour un data catalog, c'est aussi dans notre portail. Donc, on l'a mis, un petit outil qui s'appelle Data Catalog, où on peut retrouver, donc par exemple, on travaille avec Criteo, donc on peut voir qu'on envoie visiblement une table tous les jours, où on pourrait aller voir nos données clients. Alors, il y a un dataset client et on voit à peu près, voilà, donc on a des personnes, comptes, cartes, fidélité, toutes les tables qui sont présentes, avec évidemment le schéma des données qui sont aussi disponibles. Il faut le temps que ça charge, voilà. Merci. Du coup, j'ai vu pas mal d'agrégats, pas mal de sources de données déjà pré-processées. Comment elles se construisent, toutes ces données? Alors effectivement, dans la data, on appelle ça le lineage. Alors là encore, on pense que un bon outil, enfin, il faut mettre à disposition un outil pour retrouver le lineage. Donc on sait qu'on envoie des données à un partenaire. Donc ce partenaire donc s'appelle TinyClue, c'est un partenaire qui nous fait des analyses. Et TinyClue, voilà. Donc on va regarder toutes les données qu'on leur envoie. Et donc aujourd'hui, on voit qu'on envoie 5 types de tables. Maintenant, la question, c'est comment on les construit. Donc, je vous propose, on regarde les agrégats à partir duquel ces données sont construites, donc en bleu clair. Et on peut aussi aller voir sur les données sources qui sont extraites des bases de données, donc en vert, comment on reconstruit au fur et à mesure l'enchaînement des données. Voilà, donc on a un graphe statique qui nous permet de voir très bien les flèches de toutes les jointures qui ont été faites pour arriver à la donnée finale. Je vois. Et donc, comment je peux savoir la fréquence de mise à jour de mes tables? Eh ben, effectivement, dans un data lake event-driven, c'est quelque chose de très compliqué parce qu'on peut pas, on cronne pas, on n'a pas d'engagement sur la fraîcheur des données. Donc le mieux qu'on ait trouvé, c'est te mettre à disposition alors est-ce que ça va marcher? Il faut le temps que ça charge. Une fréquence de mise à jour. Visiblement là, ça marche pas. Non, pas ça. Une fréquence de mise à jour pour, par exemple, les segmentations. Voilà. Donc on voit, bon là elle a été mise à jour qu'une fois, donc c'est pas très intéressant. Mais on peut grapher tous les jours et savoir quand c'est qu'elle a été chargée et mise à jour et avoir rapidement une plage à peu près de fréquence de mise à jour. Bon, bug, effet démo. Je vous montrerai plus tard si on a le temps. Ok. Et ce que j'aimerais savoir, c'est, il y a plein de données, je vois qu'il y a plein de liens aussi. Comment est-ce que je peux savoir si les données que je suis en train de manipuler, parce que j'ai des chiffres très stratégiques à sortir, comment je peux savoir la fiabilité de mes données? Et ben pour ça aussi, on a développé un outil en interne et du coup on a fait l'interface, donc un outil qui s'appelle Sherlock qui va vérifier un certain nombre de règles métiers. Voilà, donc là on voit la fréquence. Un outil qui va analyser certains nombres de règles métiers et nous dire si les données sont de qualité ou pas. Et on retrouve le statut heure par heure de notre base avec donc là 0 KO, donc toutes nos tables sont à jour. On pourrait aller regarder aussi en recette, par exemple, et la recette est un peu plus catastrophique. Bah non, on a 4 tables qui ne sont pas à jour sur les 2000 et quelques 2225 tables qui sont considérées comme KO et non fiables. Super. Et par contre, ça fait beaucoup de choses, tout ça. Comment est-ce que je peux être averti quand il y a un problème? Et oui, tu vas pas regarder tous les jours les tables dans quel état elles sont. Du coup, on a prolongé Sherlock pour qu'il puisse envoyer un mail de résumé du statut de The Base tous les matins ou du statut de l'envoi à nos partenaires. Donc tous les matins, Sherlock envoie un mail à qui veut, qui a besoin. Super pour mes chiffres du lundi. Alors, on change de casquette, je repasse data scientist, c'est avec quoi j'ai plus l'habitude. Et donc maintenant, forcément en tant que data scientist, j'ai développé du code, ça peut être une segmentation, ça peut être un modèle. Et voilà, j'ai testé, j'ai fait mes notebooks, j'ai commencé à mettre mon code en production et je voudrais le déployer en recette.
Est-ce qu'il faut que je fasse un ticket pour ça? Eh ben, c'est un bon réflexe de faire un ticket, sauf que avec des tickets, c'est très compliqué à gérer. Et si tous les data scientists commencent à faire ça, ça sera compliqué côté data engineer. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, tu n'as pas besoin d'aller faire un ticket. Tu peux directement pusher ton code sur ton repo. En l'occurrence, on utilise Bitbucket. Et donc, il sera déployé automatiquement en recette. Et tu peux aller voir l'état de ton déploiement. Donc là, on a fait un petit widget où on voit tous les pushes qui ont été faits et l'état de leur déploiement. Donc par exemple là, quand c'est jaune ou c'est bleu, ou c'est rouge, pardon, ça veut dire qu'il y a eu un problème. Et quand c'est vert, ça veut dire que c'est bon. Et donc si tu vois que c'est bon, tu peux aller directement déployer en prod avec ce petit bouton ou en intégration. Et donc, tu peux mettre à jour pour voir s'il y a des changements, si d'autres personnes ont fait des pushes. Et tu peux aussi aller voir s'il y a un problème, le déploiement sur Jenkins, et donc pour avoir accès au log également. Merci. Et du coup, ça y est, j'ai fait ma segmentation, j'en suis content, j'ai fait sur Spark, parce que j'adore Spark. Et comment est-ce que je prends en main les services, mes jobs, pour voir un peu si ma segmentation, elle marche? Donc, si tu utilises Spark sur GCP, ça veut dire que tu utilises Dataproc. Oui. Et du coup, en segmentation, on a fait un petit widget pour le projet de segmentation. Et donc, tu auras accès directement à ton cluster sur la plateforme Dataproc de GCP. Et donc, tu pourras accéder au log, voir si ça a bien tourné ou pas. Et donc, si, par exemple, tu utilises un projet qui n'utilise pas de Spark, tu peux également aller voir les logs. Si jamais il y a un souci, il y a un problème, ou tu as juste besoin de voir comment ton déploiement s'est passé. C'est vraiment bien fait tout ça. Et ça y est, je suis sûr de moi, ça marche, vraiment. Maintenant, j'ai envie de pouvoir faire toute la partie orchestration, scheduling, et de voir si ma segmentation peut tourner tous les jours. Donc, tout ce qui est orchestration et scheduling, on le fait avec Airflow dans le projet qu'on a appelé Job Composer. Et donc, tu as le petit raccourci qui t'emmène directement sur la plateforme. Il y a tous les projets qui sont orchestrés. Et donc, on va par exemple prendre ce projet-là parce qu'il a bugué. Pardon. C'est un nouveau. Ils ont tous bien fonctionné, donc. Ouais. C'est compliqué de trouver un qui marche pas. Bon, ben, du coup, tu peux voir. Bon, c'est pas un bon exemple. Tant pis. C'est pas grave. Bon. Tout marche. Donc, tu peux voir quand il a été tourné. Donc, en l'occurrence, là, c'est tous les mois. Tu peux aussi aller voir ton graphe et voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et bien sûr, quand ça ne marche pas, bah, tu peux avoir accès au log. Vous allez voir, on aime beaucoup les graphes. Donc, troisième casquette, je vais essayer de ne pas devenir schizophrène. Donc, maintenant, je suis administrateur sur la plateforme. J'ai plusieurs équipes. Et forcément, j'ai pas mal de questions. Et j'en ai une qui est très importante. C'est qu'on a plein de sources de données, dont des données parfois sensibles. Et vraiment, je voudrais m'assurer qu'on a les bonnes normes de sécurité pour chaque équipe. Alors tout à fait. Donc nous, on a designé la sécurité autour de Google Cloud avec des groupes. Donc on a un peu des listes de diffusion, ou en tout cas des groupes d'utilisateurs, et chaque groupe a un périmètre d'accès ou de droit. Et du coup, la première chose qu'il faut faire, c'est avoir une bonne visibilité sur les groupes ont accès à quoi, qui y a dans les groupes et à quoi ils ont accès. Du coup, on a construit un outil là encore au-dessus pour avoir accès. Donc, par exemple, sur The Base, si on va regarder l'équipe The Base Dev, qui est notre équipe, on voit qu'il y a tous ces gens qui sont dans le groupe. Et aujourd'hui, les droits qui sont associés vis-à-vis de ce groupe sont listés ici. On pourra avoir aussi des données restreintes. Donc, on voit qu'on a un The Base Restricted qui correspond à des données restreintes. On voit les utilisateurs aujourd'hui qui sont dedans et les accès qu'ils ont avec ce groupe. OK. Je suis rassuré de ce côté-là. Par contre, on m'a dit que GCP, c'était payant pour chaque process, pour chaque requête.
comment est-ce que je peux voir la consommation de mes équipes pour vérifier qu'ils ne sont pas en train de faire n'importe quoi? Et bien là encore, on a mis un modèle en place, donc c'est principalement organisé autour de dossiers. Chaque équipe a un dossier et du coup a une facturation différente. Donc il faut pouvoir suivre cette facturation sur chaque dossier. Du coup, le choix, enfin, on a pris le temps de créer un autre outil qu'on a mis à travers le portail, où on voit pour chaque dossier de chaque équipe quelle est la facturation. Bon, voilà. Donc par exemple, l'équipe The Base, qui doit être à la page après, je tiens à informer que tous les chiffres ne sont pas réels. L'équipe The Base, qui est ici, on voit qu'on a facturé 634 € ce mois-ci et 1200 € le mois dernier, qu'on est en diminution de moins 46%. Donc on peut surveiller rapidement la facturation de chaque équipe, chaque projet. Ok. Toutes mes équipes n'ont pas les mêmes demandes en termes de budget. Comment est-ce que je peux contrôler ça? Et bah oui, du coup, on a pris du temps et on s'est dit, on va faire des interfaces, enfin des contrats entre les équipes et l'administration. Et du coup, on va mettre des alertes à partir de ces contrats. Du coup, chaque équipe, on a fixé un seuil pour chaque équipe qu'on peut modifier et enregistrer. Et du coup, Sherlock va nous avertir à chaque fois qu'une équipe dépasse son budget et on pourra mieux aller les voir pour leur demander est-ce qu'ils ont besoin de plus de ressources ou est-ce qu'il faut qu'ils optimisent leurs coûts. On passe au dernier profil. Je vais bientôt pouvoir redevenir moi-même. Donc, le directeur de magasin, donc très opérationnel. On est dans la vente, on est dans le commerce depuis plus de 100 ans et on veut des résultats. Donc, la première question que j'ai, c'est OK, vous avez mis en place un data lake, vous avez fait plein de choses, vous êtes beaucoup amusé. Qu'est-ce que votre data lake va apporter à mon magasin? Donc, très bonne question. Donc l'équipe data, au quotidien, reçoit beaucoup de questions par rapport à la comparaison de marques, le comportement client, enfin des chiffres qu'il faut sortir au quotidien. Et il y a des cas qui sont un peu indépendants, mais il y a aussi des questions qui sont récurrentes. Donc pour les questions qui sont un peu récurrentes, le réflexe, c'est de développer un outil. Et donc, une fois qu'on développe un outil, il faut un moyen de le partager. Et typiquement, on va prendre un exemple qu'on avait fait, c'est un outil qui fait une simulation de magasin idéal. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de essayer de faire le mapping du magasin d'un point de vue client. Donc aller au-delà d'une marque à côté d'une marque. Donc on est aux Galeries Lafayette, c'est un grand magasin, il y a plusieurs marques. Et de voir la consommation client, qu'est-ce que mon client va chercher dans mon magasin sur une plage temporelle. Et donc typiquement, quelqu'un qui vient acheter son jean Levi's avec son t-shirt Tommy Hilfiger, il faut que moi je sois capable de sortir ce lien pour pouvoir l'exploiter. Donc que ce soit pour la recommandation de produits ou autre. Donc ce qu'on a fait, c'est un mapping qu'on voit là de toutes les marques. Donc les nœuds, c'est les marques, et les liens, c'est est-ce que les clients vont acheter ces deux marques ensemble ou pas. Donc on a fait un modèle, on a fait les calculs, et le résultat, c'est une photo PNG qui ressemble à peu près à ça. Oui, je m'en souviens de votre truc, là, je le recevais par email, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça? Il y a plein de trucs, je comprends pas, il y a des points, il y a des couleurs. Moi, j'ai pas le temps pour ça, je suis désolé, mais peut-être qu'il y a beaucoup de travail derrière, mais moi, je ne peux rien en faire. Effectivement, on s'est rendu compte que c'était compliqué à lire en fait, et que que c'est une solution limitée et que le métier finalement dépend du data scientist pour générer ces images et les lire. Et donc l'amélioration qu'il faut absolument faire, c'est de pouvoir filtrer sur les marques ou sur les univers pour simplifier notre graphe et du coup avoir une meilleure lisibilité, pouvoir choisir la population parce que forcément les hommes de plus de 50 ans ont une consommation qui ne ressemble pas à des femmes de moins de 30 ans, et aussi de pouvoir paramétrer les propriétés du graphe, c'est-à-dire changer la valeur des liens, changer la taille des bulles. Et pour faire ça, le réflexe naturel, c'était de faire une collaboration avec les équipes de data engineer et du coup rajouter cet outil qui est destiné au métier dans notre portail. Donc on est passé d'une première version qui était très basique où on fait nos calculs en Python, on stocke nos images sur cloud storage et donc on y accède sur ce format
statique à une version développée en Spark où on va aller chercher nos données sur BigQuery, stocker nos graphes sur BigQuery et aller les lire sur le portail. Du coup, on a pu capitaliser sur ce qui a déjà été fait, automatiser les jobs, donc le data scientist n'a plus à être là à chaque fois que le métier a besoin d'affiner sa population, par exemple, et de unifier les points d'accès à la donnée, ce qui dans une entreprise à grande échelle, est très important. Donc, pour voir un peu à quoi ça ressemble, Nicolas va faire la démo pour moi. Pareil, on a choisi, on a fait des chiffres faux. Quand ils vont apparaître, ils seront faux. C'est un petit, voilà. Voilà, donc déjà, ça bouge. Et l'idée aussi, c'est pareil, c'est que les nœuds, c'est des marques. Les liens, c'est que ces marques-là, on va les chercher ensemble. Les couleurs, c'est les univers. Donc, on peut voir que, par exemple, Geox, là, qui correspond à la couleur de la chaussure homme, est bien vendu avec, par exemple, la chaussure Lacoste. Ou aussi avec la marque des Galeries Lafayette. Et donc, ce qu'on disait, c'est de pouvoir filtrer, de simplifier. Donc, on peut aller choisir des univers. Par exemple, on va choisir le PAP homme avec la chaussure homme, avec la maroquinerie, pour voir si ça marche bien. On peut aller filtrer sur une marque. Et, typiquement, là, on filtre sur Redskins. Donc, on peut voir les marques qui sont liées avec, la force du lien et donc le mapping de ce sous-graphe, donc de cet univers. Et donc on peut aller aussi rajouter d'autres univers, enfin changer les filtres. Donc enlever par exemple le PAP homme, tout enlever et revenir au graphe d'origine. Et également, ce qu'on peut faire, c'est aller filtrer directement sur les spécificités du graphe, c'est-à-dire garder que les liens qui sont très forts. Et donc, ça facilite la lecture. Et si on n'est pas satisfait de la taille, on peut aller chercher plus grand encore et donc prendre des liens qui sont moins significatifs. Et là, on peut là, c'est pas très stable parce qu'on rajoute trop de liens, mais du coup, ça laisse plus de liberté au métier. Il peut aller masquer les liens du coup, qui ne sont pas significatifs, masquer tous les liens pour avoir que les marques. Et, Oui. et du coup, dernier filtre, c'est de pouvoir afficher que les pans entre secteurs. Donc montrer que les marques qui permettent de passer d'un univers à un autre. Et donc dans la même logique, on peut aller choisir sa cible. Et le bâtiment, par exemple, on peut aller choisir l'étage. Enfin, on peut aller à l'affinité qui nous intéresse. Ça te va mieux comme ça ? Ah, c'est beaucoup plus clair. Je pense qu'on va vraiment pouvoir construire des cas d'usage ensemble et retravailler le magasin en fonction de ces résultats. Merci beaucoup. Rapidement, pour le point de vue technique de cette interface, donc c'est entièrement aussi service managé, donc c'est App Engine. La sécurité est assurée aussi par Google, donc c'est quelque chose qu'on a dû se passer. Enfin, on a pu se passer, enfin en tout cas travailler dessus et rebondir et adapter juste ce qu'on avait besoin. C'est du TypeScript et du Vue. Le back c'est du Go et les discussions, il y a du protobuf. Voilà, donc en termes de schéma, on a bien embrassé le modèle serverless dont on parle beaucoup aujourd'hui, puisqu'on a utilisé beaucoup de Cloud Functions, de produits qu'on n'a pas besoin de manager. Pour chacune des sous-outils qu'on vous a montré tout au long de cette présentation, on va interagir avec G Suite, Google Drive, Google Storage, BigQuery, Jenkins et ainsi de suite. Voilà pour la conclusion. En conclusion, il y avait certains points qu'on voulait mettre en avant parce que c'est un projet qui a vraiment connu plusieurs phases, comme vous l'avez vu, et on a pas mal d'outils qui aujourd'hui sont à disposition du métier.
Et le premier truc, vraiment, c'est qu'on a amélioré l'expérience utilisateur au niveau de notre data lake en entier. Et c'est ce qui est toujours un peu compliqué quand on a ce genre d'outils big data, avec derrière, on peut mettre de l'intelligence artificielle, on peut faire énormément de traitements. Et finalement, c'est comment est-ce qu'on permet à tous les profils qu'on a pu voir, et même à d'autres qu'on n'a pas encore imaginés, l'adoption de ce genre de technologie. Ensuite, ce qu'on pense vraiment, c'est que cette centralisation des outils, qui fait qu'on n'a plus besoin d'enregistrer dans ses favoris 10-15 liens ou d'avoir un fichier Excel qui répertorie tout ce qu'on pourrait utiliser, améliore la productivité de chacun et permet même qu'on est sur le portail, on voit un autre outil qu'on ne connaît pas encore, et on peut poser la question. Et du coup, on capitalise sur ce qui existe déjà dans ce contexte-là. Et du coup, c'est vraiment une facilité d'accès à la donnée et à tous les produits et les outils qu'on construit aujourd'hui et qu'on va encore construire demain. Et enfin, c'est ce qu'on a beaucoup montré par rapport à Simulastore, et qui est du coup notre outil de simulation de magasin, c'est qu'on a créé un cadre où les data scientists se sentent à l'aise pour tester des nouvelles idées et pour innover sur des projets, parce qu'ils savent que derrière, ils ont tout un background technique qui va venir se greffer et donner toute la puissance à leur outil. Comme on l'a vu, entre le graphe statique du début et la vision de Simulastore avec toutes ces options qui existent aujourd'hui et qu'on va encore retravailler avec les opérationnels, on a une évolution qui est vraiment énorme. Merci beaucoup. J'avais deux questions. Donc la première question, c'était par rapport au ticketing du déploiement. Je voulais savoir, est-ce que tous vos utilisateurs, ils ont le droit de déployer ou comment c'est géré? Et la deuxième question, c'est par rapport aux différents liens des univers. Est-ce que concrètement, pour faire le lien entre, je sais pas, une marque connue et une autre, est-ce que c'est à travers une carte bancaire d'un client ou sa carte fidélité? Donc voilà, c'était mes deux questions. Merci. Je vais répondre à la première. C'est marrant parce qu'à chaque fois qu'on fait cette présentation, on a la question. Et non, le bouton est grisé pour certaines personnes. Le déploiement de recettes est automatique, mais le bouton, je pense qu'il y a une dizaine de personnes aujourd'hui qui ont accès. Et en fait, l'intérêt, c'est surtout qu'elle regarde la différence avec les étapes précédents et elle demande aux personnes qui ont fait des modifications est-ce qu'elle peut déployer. Mais ça reste assez ouvert. Hein. Enfin, je pense qu'il y a facile 10, 20, 10 personnes qui ont accès au déploiement prod. Il n'y a pas une ségrégation entre les développeurs ou des personnes qui font que de la production On a une équipe DevOps, du coup, non, les gens qui développent font la production. Okay, super, merci pour la première question. Pour la deuxième question, du coup, est-ce que c'est carte de fidélité ou est-ce que c'est carte bancaire? Je vais répondre en normand, c'est les deux. Si on a la carte de fidélité, la donnée sera plus précise dans le sens où on est vraiment sûr des interactions. Et les cartes bancaires peuvent changer de numéro tous les 3 ans. Du coup, on peut perdre certaines interactions. On a vraiment les deux visions qui sont possibles. Et Dina ne l'a pas montré, mais on a aussi le choix. On peut prendre que les encartés ou que les cartes bancaires. Bien sûr, la donnée est complètement anonymisée, on est RGPD compliant, et tout ce qui est donné de carte bancaire, on ne s'en sert pas pour ce qui est du ciblage ou de la recommandation derrière. C'est vraiment la donnée de carte fidélité de clients qui ont accepté, qui ont donné leur opt-in qu'on va utiliser. Ok, super, merci. Merci. Merci pour la présentation, elle était très intéressante. Je voulais savoir, vous avez parlé de data catalogue. Est-ce que vous avez utilisé un produit ou vous avez développé votre propre solution? On a développé. En fait, on se base sur les métadatas qui sont stockés déjà dans BigQuery. Ensuite, il y a un data catalogue qui arrive dans Google qui va être présent, mais c'est notre solution. C'est principalement basé en fait sur une bonne documentation des données dans BigQuery, et du coup, nous, on a juste requêté toutes ces données pour les agréger et en faire une vue plus utilisable pour les utilisateurs. Donc, et vous avez un mécanisme qui permet de mettre à jour ces données-là d'une façon automatique? Un cron toutes les heures qui va scanner toutes les tables et qui remonte toutes les descriptions de colonnes, de champs, tous les tags, tout ce qu'on a comme information.
Bonjour, merci pour le talk. J'ai une petite question. Je voudrais savoir, avec cet outil-là, est-ce que le métier font assez confiance pour vraiment, par exemple, réaménager le magasin, pour vraiment changer la façon qu'ils organisent les marques? Et derrière, comment vous faites évoluer votre modèle entre les marques et tout? Est-ce que par exemple, vous savez, par exemple, le directeur, il a réaménagé deux magasins, du coup, le chiffre d'affaires a augmenté. Comment vous faites évoluer votre modèle et peut-être, je ne sais pas si vous comptez de faire des prédictions, comment ça va être évolué? J'ai oublié la première question, elle va me revenir. Est-ce que le métier font confiance? Voilà, est-ce que le métier fait confiance? Disons que on essaye de vulgariser suffisamment et l'outil est très clair finalement. On est allé le présenter dans des vrais magasins, à des vrais managers de vente et ça leur parle parce que tout de suite ils voient ce qu'on appelle des schémas directeurs. Donc souvent ils ont l'habitude en fait déjà d'avoir des plans où on voit les différentes marques et comment ça pourrait évoluer. Ensuite, est-ce que du jour au lendemain on va utiliser cet outil-là pour faire un remodeling complet en faisant complètement confiance? C'est pas le but non plus. En plus, on a une problématique qu'on n'a pas abordée là, mais qui est assez intéressante, c'est ce qu'on appelle l'effet Ikea. C'est est-ce que Ikea, par exemple, a tendance à mettre des marques qui fonctionnent bien ensemble à deux bouts du magasin, avec un parcours compliqué au milieu, pour permettre justement l'achat complémentaire. Donc quand les marques fonctionnent bien ensemble, est-ce qu'on les met à côté pour maximiser le chiffre d'affaires de cross-sell entre les marques, ou est-ce qu'on les éloigne? Et là, ça peut être que du métier. Aujourd'hui, on commence à regarder des papiers sur tout ce qui est la notion de sérendipité, qui est ce que je viens de décrire, l'effet Ikea. Mais dans un premier temps, on va quand même s'appuyer sur l'expertise métier. Par contre, ce qu'on commence à faire et ce à quoi on commence à réfléchir, c'est des POC dans le sens faire des tests en magasin, déplacer une petite table avec quelques produits dessus, la mettre à côté d'autres articles, et voir si les liens dans le graphe changent, de quelle manière, pour pouvoir encore mieux les conseiller. Donc aujourd'hui, on va vraiment travailler comme ça. On ne veut pas mettre en danger le chiffre d'affaires d'un magasin, parce que derrière, c'est extrêmement stratégique, mais on se permet des petits ajustements sur des choses de ce type-là. Du coup, juste pour compléter, pour créer le graphe, on utilise des données sur une certaine durée. Donc, on choisit un historique, c'est nous qui définissons les limites. Et donc, dans le passé, il y a déjà eu des changements sans que ce soit nous qui soyons les déclencheurs de ce changement. Donc, déjà, dans un premier temps, juste tester, faire tourner donc, en changeant l'historique et voir si vraiment nos liens changent ou pas. Pour voir si effectivement des mouvements dans le magasin font des changements de lien dans nos graphes. Merci. Alors du coup, moi aussi, j'ai deux questions. Décidément. Alors une dans la continuité un peu d'ici, c'est que donc vous parliez des agencements magasins qu'on peut faire à partir de ça. Est-ce que vous en servez aussi sur le e-commerce où on est censé être plus agile pour faire du cross-selling ou mettre des recommandations dans les parcours clients? Complètement. On ne l'a pas montré, mais on a aussi un magasin qui s'appelle garylafayette.com et qui, pour le coup, correspond aux arrangements des marques telles qu'elles sont faites sur le site. Donc, en effet, on est quand ça va vouloir. Voilà. Parce qu'on fait vraiment les requêtes en temps réel. C'est pour ça qu'il y a une petite latence. On ne stocke pas les données, on va directement requêter dans le BigQuery pour avoir la vraie data. Et on a déjà commencé avec les équipes digitales à regarder ce magasin-là et à voir comment on peut l'utiliser. Après, c'est sur des pages produits et comment est-ce qu'on positionne les pages produits les unes par rapport aux autres. C'est tout un chantier qu'il faut mener, mais qu'on a en tête. Et en particulier, il y a cette notion-là. Et il y a aussi une notion très intéressante d'omnicanalité. C'est-à-dire qu'on peut aussi voir les achats qui sont faits sur le web et en magasin. Là, actuellement, on est en train de construire les use cases autour de ça. Une deuxième question, non ? Oui. Quelle est votre position par rapport à l'APIisation de tout ça, de votre data lake? Est-ce que ce portail aussi permet de... Enfin, est-ce qu'il y a une version développeur avec les API exposées sur... L'API, on est en train de la créer, mais c'est sur les données directement. Là, dans les semaines à venir, elle va être disponible. Après, c'est surtout une question de besoin, en fait.
Il n'y a pas le besoin, je pense, aujourd'hui, pour qu'on fournisse ce genre de données sous forme API. Mais Partenaires, par exemple ou... Aujourd'hui, il n'y a pas le besoin, mais je pense qu'on pourrait très bien le faire, l'envisager. Merci beaucoup.